Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour l'édition de l'emploi. J'arrête de râler. Ça pourrait être une bonne résolution pour ce début d'année, mais c'est surtout le titre d'un livre qui vient de sortir aux éditions Erol et son auteur sera avec nous dans la deuxième partie de cette émission. Avant cela, le savez-vous, les salons de coiffure sont des lieux de travail à risque. Même si les risques sont moins graves que dans le secteur du bâtiment, eh bien, ils existent bel et bien. Bonjour Jean-Michel Schweitzer. Bonjour. Vous êtes directeur de l'ARACT-Lorraine, l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. On compte en Lorraine 2900 coiffeurs, mais nombreux sont ceux qui quittent justement le métier pour des raisons de santé. Des raisons de santé, aussi des raisons de déficit de compétences. Donc c'est effectivement des choix qui ne sont pas forcément toujours voulus par les coiffeuses. C'est essentiellement des femmes qui exercent à 97 ou 18% le métier de coiffeur ou de coiffeuse. Et elles quittent le métier pour des raisons de santé, vous l'avez cité, pour des raisons ostéo-articulaires, un problème au niveau des épaules, des coudes, du canal carpien, au niveau des poignets parce que les postures sont difficiles à tenir, parfois pour le mot de dos aussi, mais aussi pour des questions de santé, sur des questions d'allergiques, puisque les produits utilisés dans le secteur de la coiffure présentent parfois des incompatibilités et des allergies pour certains salariés. Et puis il y a un deuxième motif qui fait quitter les salariés de ce métier, c'est des questions à un moment donné de parcours de vie qui se rompent en matière de compétences. Et les salariés, on le verra peut-être plus tard dans les réponses, qui ont un déficit de compétences par rapport à un itinéraire et une profession qui évolue au fil du temps et assez rapidement. Alors justement, les artisans coiffeurs se mobilisent avec justement l'ARACT pour les conditions de travail dans les salons et une façon pour eux d'essayer de fidéliser justement leurs salariés, car beaucoup d'entre eux quittent le métier après seulement 8 ou 10 ans d'activité. Des départs souvent provoqués par des soucis de santé et puis une perte de savoir-faire désolante pour justement ces artisans qui dirigent des salons de coiffure. Le reportage de Bruno Courteau et Evelyne Billot. Il faut éviter de travailler les bras en l'air et il faut éviter également de travailler le dos plié. Les bons gestes, les bonnes postures, le bon matériel pour éviter l'apparition des douleurs, des évidences pour Rosa Sareva. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un maître d'apprentissage qui m'a expliqué que mon dos était mon capital santé. Je travaillais déjà à l'époque avec des fauteuils comme ça et j'ai appris tout de suite, moi, à bien me tenir au travail. Moi, actuellement, je n'ai pas de problème de dos. Parce que vous avez toujours... Parce que j'ai toujours eu une bonne position. Et aujourd'hui, Rosa Sareva milite pour améliorer la qualité de vie au travail dans tous les salons de coiffure et rendre moins pénible ce métier où l'on reste de longues heures debout, penché sur la tête des clients. Cela passe par la publication de guides, cela passe aussi par des cours dispensés dès la formation initiale. C'est des choses que je n'ai pas appris à la base et donc j'ai dû corriger en arrivant ici. Et c'est vrai que ça a été très difficile de corriger ça parce que une fois qu'on a appris les mauvaises habitudes, c'est très difficile de s'en débarrasser. Et vous commenciez à sentir la fatigue? Oui, au niveau beaucoup des épaules et puis du dos. Et ce sont parfois simplement une bonne organisation dans le rangement ou des outils plus ergonomiques qui aident le coiffeur à préserver sa santé. Donc même les ciseaux sont ergonomiques, vous voyez, où ils ont la forme des doigts et un repose-doigts pour... Une réflexion de chaque instant qui peut aider les jeunes à mieux vivre leur métier, qui peut aussi se décliner dans bien d'autres professions. On a énormément de métiers qui doivent recruter, qui doivent s'améliorer dans leurs conditions de travail pour attirer davantage de jeunes, attirer les compétences dont ont besoin les entreprises. Donc travailler sur le quotidien, travailler sur la qualité de vie au travail, c'est essentiel. Essentiel aussi la formation continue et pour cela aussi, les coiffeurs se mobilisent. Alors justement, pour mobiliser les coiffeurs, un guide est sorti. Dites-moi, est-ce qu'on peut justement trouver des solutions pour que les coiffeurs puissent rester à leur métier bien plus longtemps que 8 à 10 ans? Par exemple, pour les produits chimiques, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être pas les supprimer, parce que c'est vrai que pour les teintures, ça paraît compliqué, mais en revanche,
Les solutions sont nombreuses et le reportage qu'on vient de voir à l'instant, qui a été réalisé dans le cadre d'une action, grâce à la Chambre des métiers de Meuse, dans la présidence d'Lucette Collet, que vous avez rencontré ici sur ce plateau, sur la question de l'artisanat, la qualité de vie, du travail, au travail des artisans aussi, de leurs salariés, justement montre qu'on peut agir très concrètement sur ce métier, par exemple, et on a schématiquement 3 grands axes de travail qui peuvent être faits. Le reportage montre qu'on peut agir d'une part déjà sur l'apprentissage. Rosa Sareva dit l'apprentissage des gestuels est important. Quand on acquiert des gestuels, il faut que ce soit des gestuels acquis dans de bonnes conditions. Il faut que le maître d'apprentissage accompagne le salarié dans l'apprentissage de ces gestuels. Autre point aussi, elle l'a cité, c'est la question du mobilier, de l'architecture. On n'achète pas n'importe quel salon, n'importe quel type de mobilier, sinon ça conditionne la position au travail, les problèmes de dos, etc. Les fauteuils notamment. Bien sûr, voilà. Et bien sûr, le choix de l'artisan qui achètera tel type de produit ou tel autre type de produit qui allergise ou qui n'allergise pas va être déterminant sur, quelque part, le fait que son salarié reste dans son salon et que même que les clients restent si jamais il y a des soucis particuliers. Donc le dirigeant doit être attentif à ces questions de santé. Et le deuxième point important que le reportage cite, c'est la question des compétences. Or, beaucoup de femmes qui sont coiffeuses ont des ruptures de compétences parfois à l'occasion, par exemple, d'une maternité de laquelle on revient, un congé parental qui était long, par exemple, et il y a une inéquation qui s'est jouée en matière de compétences, et il y a des savoir-faire professionnels qu'il faut réacquérir. Et à ce moment-là, il y a un enjeu très fort, c'est comment on réussit par la formation professionnelle, par l'augmentation de ses compétences, à entretenir des compétences à jour, alors que le métier évolue très vite en matière de mode. Dernier point qui nous paraissait tout à fait important, c'est le dirigeant qui devient non plus simplement un artisan qui est coiffeur, mais qui est aussi chef d'équipe, puisqu'il a recruté des personnes et il dirige des personnes. Il a lui aussi un enjeu qui est d'apprendre des gestes de dirigeant, de manager, d'être dans la reconnaissance au travail, d'être aussi dans une forme d'entretien, de la motivation, de la responsabilisation des coiffeuses et des coiffeurs dans les salons. Et là, ça nécessite aussi que le dirigeant augmente ses compétences en termes de management. Alors ça veut dire quoi concrètement? Que certains salons de coiffure pourraient se diversifier justement en activité? Certains se diversifient effectivement, mais ça nécessite effectivement que le dirigeant prépare, on va dire, un peu un plan de développement de son salon. Et certains le font, par exemple, ont des activités très proches de la coiffure, qui sont par exemple de la manucure ou du soin, etc. Et c'est de se diversifier, mais ça nécessite une implication du salarié, compter sur son développement, sur le développement de ses compétences, et ça nécessite une équation avec le projet de développement du salon. Merci beaucoup. À bientôt. Et évidemment, comme chaque jour, des offres d'emploi détaillées dans l'édition de l'emploi. Avec nous, Francis Claus du Pôle emploi Lorraine. Merci d'être avec nous par téléphone. Aujourd'hui, vous recherchez un calorifugeur. Oui, c'est un CDD de 10 mois à Cattenom. Vous serez calorifugeur en milieu nucléaire. Vous aurez en charge la pose et la dépose de matériaux isolants sur des tuyauteries, des cuves et divers appareils. Vous interviendrez aussi pour la maintenance. Une formation est possible aux habilitations HN, QSP, HOB, OM1. On vous demande au minimum 2 ans d'expérience et le salaire, lui, est à négocier selon l'expérience. Et puis, vous avez une autre annonce. Aujourd'hui, vous cherchez un orthophoniste. Oui, c'est pour un CDI à Vittel. Vous serez en charge de réaliser des bilans, des observations et des prises en charge de jeunes enfants jusqu'à 6 ans. Vous travaillerez en équipe pluridisciplinaire. Des compétences rédactionnelles et relationnelles sont indispensables. Il faut savoir que vous travaillerez 7 heures par semaine et que les débutants sont acceptés. Et le salaire, lui, sera en fonction de la convention collective 51. Merci beaucoup, évidemment. Ces offres, on les retrouve sur votre site internet. Je vous le disais tout à l'heure, travail prenant, mesquinerie de certains collègues ou voisins de bureau, désagréable. Et l'ambiance au travail peut vite devenir un enfer. Alors demain, j'arrête de râler. C'est un livre qui vient de sortir aux éditions Erol. Un livre que vous pouvez offrir à ceux qui vous pourrissent la vie ou pour vous-même si vous avez décidé de prendre de la distance. Bonjour Christine Lévicki. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes en duplex depuis nos studios à Paris. Vous êtes spécialisée dans le coaching. Alors, râler contre son boulot, râler contre ses collègues, j'ai envie de dire, c'est plutôt ordinaire. Oui, en fait, le lieu de travail, par définition, est un lieu qui peut nous provoquer plein de très bonnes raisons de râler. D'abord parce que c'est un lieu où on est contraint avec des horaires, une discipline, une hiérarchie. On a souvent trop de travail par rapport au temps qui nous est imparti. Et donc, tout ça se retrouve compressé. Il y a notre désir de liberté qui est un petit peu limité. On a toujours envie de vouloir faire plus, de pouvoir donner plus notre opinion, de pouvoir être plus libre de nos mouvements au travail. Et finalement, on essaye de tout jongler toute la journée. Quoi qu'il arrive, à la
la fin de la journée, on n'aura pas fait tout ce qu'on avait envie de faire. Et finalement, quand il y a des petits grains de sable qui sont souvent les objectifs et les to-do list des autres, finalement, quand il y a des grains de sable qui viennent interférer avec tout ce que nous, on a à faire, on explose et on se met à râler. On râle sur les autres râlent sur nous et finalement, le lieu de travail se transforme en mur des lamentations. Et alors, ce que vous dites, c'est qu'il faut arrêter de râler parce que râler, ça sert à rien et en plus, c'est fatigant. Voilà, râler, franchement, ça ne fait pas avancer le schmilblick, ça ne résout pas le problème et surtout, râler, ça nous empêche de voir les autres options qui sont disponibles et accessibles pour résoudre notre problème ou pour résoudre la frustration qu'on a en face de nous. Alors dites-moi, quelles sont les méthodes, la méthode, puisque vous avez mis en place aussi à côté de votre livre un carnet d'exercices. Alors, quels sont les moyens pour arrêter de râler ? Alors, moi, je suis partie du constat dans ma propre vie que je voulais me sevrer de l'habitude de râler. J'ai pris conscience que je râlais par pur automatisme. Je pense qu'au travail, personne ne se dit « Ah tiens, j'ai un problème, ma meilleure stratégie, ça va être de râler pour la résoudre ». Je pense qu'on a une frustration et en mode automatique, on part dans le mode râlerie. Et donc, c'est inconscient, c'est notre cerveau qui fonctionne comme ça. Donc, pour se sevrer de cette habitude et pour se créer une nouvelle habitude, qu'est-ce qu'une nouvelle habitude ? C'est une nouvelle connexion dans notre cerveau. Les chercheurs nous disent qu'il faut répéter, faire un effort conscient pendant 21 jours consécutifs. Donc moi, ce que j'ai fait pour moi dans ma propre vie, c'est que j'ai mis un bracelet à mon poignet et à chaque fois que je râlais, je changeais le bracelet de côté. Et mon objectif était de faire 21 jours consécutifs avec le bracelet du même côté. Alors il y en a qui disent c'est impossible. Je pense que ce qu'il faut, c'est prendre ça comme un challenge qu'on fait avec soi-même. Et ça démarre d'abord d'un propre désir qu'on a soi de se dire je ne veux pas continuer à fonctionner comme je fonctionne. Prendre la responsabilité pour sa propre vie. Finalement, souvent, on râle toute la journée, mais le soir, quand on se couche, on prend conscience que cette journée pourrie qu'on vient de passer, c'est une journée ordinaire. Et des journées comme ça, on va en avoir un paquet dans notre vie. Donc l'idée, c'est de changer la manière dont on vit notre vie et de commencer par arrêter de râler. Parce que quand on râle, on ancre nos frustrations dans notre réalité. Et à la fin de notre journée, c'est cette addition de râleries qu'on a eues sur nos enfants au réveil, sur les transports en commun, sur nos collègues au travail, sur notre hiérarchie, sur le retour à la maison et à la fin de notre journée, c'est cette accumulation de râleries. Donc moi, ça a vraiment commencé avec ce désir de changer cette habitude et de créer une nouvelle réalité pour moi-même. Alors vous dites en 21 jours et ça marche. Et alors pour aider justement les râleurs qui veulent arrêter de râler, vous avez mis en place aussi un blog. Voilà, il y a un blog, j'arrête-de-râler.com, il y a un livre, donc J'arrête de râler, et il y a un carnet d'exercices pour aider ceux qui sont dans cette démarche à se poser les bonnes questions, parce que arrêter de râler, ça veut dire se remettre en question, et donc l'idée, c'est de proposer ce carnet d'exercices pour aider les lecteurs à se poser les bonnes questions dans cette remise en question. C'est un livre, un carnet d'exercices très ludique, très sympathique, pas prise de tête, avec beaucoup de bonheur, et je l'ai vraiment écrit avec mon cœur. Voilà. Merci beaucoup Christine Lévicki d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de cette édition de l'Emploi. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'actualité en Lorraine.